Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Après avoir quitté la capitale, donc aujourd'hui en fin de matinée, le président de la République est arrivé donc à Paris pour participer au Forum de Paris sur la paix. Et les États-Unis réclament la tenue d'élections en Irak. Bonsoir à tous. Après avoir quitté le pays aujourd'hui en fin de matinée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc à Paris où, à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, il prendra part du 11 au 13 novembre aux côtés d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents au second forum de Paris sur la paix. Créé en 2018 à la foulée de la commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le forum de Paris sur la paix a valeur de tribune internationale donc dédiée à la mise sur pied d'approches sources de règlement durable aux problématiques de plus en plus complexes à l'ordre du jour dans le monde. À son arrivée donc à Paris, le président de la République a été accueilli par notre ambassadeur à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, ainsi que par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Et le président de la République donc prendra part à ce second forum de Paris sur la paix. Son ambition donc est de servir de laboratoire d'idées et d'expertise à la disposition des sociétés du monde afin que ces dernières appréhendent avec sérénité, clairvoyance et responsabilité les défis majeurs qui se posent à elles. Son intérêt également aux thématiques que sont la paix et la sécurité, l'environnement ou les voies et moyens de créer une économie inclusive est loin d'être un fruit du hasard. Cet intérêt, c'est sa marque à déchoir son énergie et créativité à la réalisation de solutions viables et pérennes au règlement des problématiques transcontinentales qui interpellent les sociétés d'aujourd'hui. Et notre correspondant à Paris, Omar Ali Igué, a également pu interviewer notre ambassadeur à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, qui est revenu donc sur les points qui sont à l'ordre du jour de ce second forum de Paris sur la paix et sur l'agenda également du président de la République. On l'écoute. Le président va participer au deuxième forum de paix de Paris. Vous savez que ce forum de la paix de Paris a été institué l'année dernière par le président Macron à l'occasion du centenaire de l'armistice. Aujourd'hui, nous venons fêter ici également, commémorer le 101e anniversaire de l'armistice. Cet armistice, ce n'est pas seulement la fin de la guerre, mais c'est également rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour la guerre, y compris les nôtres. Je dis y compris les nôtres parce que vous vous rappellerez que durant la Première Guerre mondiale, le bataillon Somalie s'est illustré dans plusieurs fronts. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le bataillon Somalie s'est illustré également dans la guerre de Provence. Le président de la République, en venant, il vient également rendre hommage. Et c'est la deuxième fois. Depuis la première session du Forum de Paris l'année dernière, où le président de la République était également présent, cette deuxième session également va donner l'occasion au président de la République de parler du multilatéralisme, où nous, les pays africains, nous y tenons beaucoup. Parce que le multilatéralisme, c'est ce qui permet à chacun de vivre dans un ordre bien établi, où il n'y a pas de raison du plus fort. Le président de la République aura l'occasion également, à l'occasion du deuxième forum de la paix, de rencontrer un certain nombre de ses pairs. Rencontres prévues avec le président du Tchad, avec le président du Cameroun, avec le président de la Guinée équatoriale. Il a également le Mali et le Niger. Je crois que ce sont ceux qui me reviennent. Il aura l'occasion également de rencontrer un certain nombre de souverains présents, de présidents, de dignitaires et de chefs de délégation. La paix est au centre de ce forum. Ce forum a été créé, pourquoi ? Pour garder vivant et vivace le multilatéralisme. Et le président de la République est porteur de son bâton de pèlerin, porteur de paix, toujours celui qui défend la paix dans la sous-région et en Afrique en général. Mais il est également ici pour défendre notre candidature pour le Conseil de sécurité. Et c'est pour cela que je vous ai cité tout à l'heure un certain nombre de rencontres que le président aura avec ses collègues.
Et le président de la République a, avant son départ pour la France, reçu en milieu de matinée au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti un émissaire du président comorien Azali Assoumani, porteur d'un message écrit. Cet émissaire du président comorien n'est autre que le ministre des Transports maritimes et aériens en ce pays, donc Biarifiri Tarmidi. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont essentiellement été abordées au cours de cette audience. Monsieur Tarmidi a ensuite touché mot donc au contenu du message dont il était porteur. Il s'agit de l'invitation officielle lancée au président djiboutien afin qu'il prenne part à la conférence sur les partenaires au développement de l'Union des Comores qui aura lieu le 3 décembre prochain à Paris en France, a-t-il indiqué. Outre le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre. Et à l'issue de ces entretiens avec le président Guelleh, le ministre comorien a fait état de la volonté de son pays d'œuvrer au renforcement du niveau d'échange et de collaboration entre les deux nations. On l'écoute. Rencontré effectivement le président ce matin en tant que porteur de message de son homologue comorien, Excellence le président Azali. C'est d'abord un message d'amitié et de fraternité et puis de renforcement de la coopération qui existe entre nos deux pays. Le président Azali a rencontré son homologue Sochi, ils en ont parlé de beaucoup de choses. Le président Azali a un projet à Paris le mois prochain, décembre, donc il convie le président en tant que dimension politique, effectivement, donc à se retrouver à Paris entre le 2 et le 3 décembre dans une conférence de bailleurs de fonds pour l'émergence des Comores. Alors, mais en même temps, nous savons que Djibouti a un projet également de représenter l'Afrique au Conseil de sécurité et que le président Azali le soutient entièrement. Et donc, il va en sorte faire que, bon, il fera des déclarations dans ce sens. Et puis, nos pays de la région seront associés à ce projet djiboutien. Écoutons à présent l'intervention du ministre djiboutien de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed. De souligner, il a été reçu ce matin par le président de la République. Comme vous le savez, il était un porteur d'un message adressé par le président comorien à notre président. Le contenu du message, c'est renforcer la coopération entre les deux pays et en même temps inviter le président de la République pour prendre part aux conférences de partenaires au développement qui aura lieu à Paris le 3 décembre. Le président a accepté l'invitation, il va participer et en même temps ils ont discuté de la candidature de Djibouti au poste non permanent du Conseil de sécurité. Comme mon collègue a affirmé, Comores soutient la République de Djibouti, mais elle va travailler aussi dans la région pour recueillir, comment dirais-je, beaucoup de pays pour soutenir la candidature de Djibouti pour avoir ces postes au mois de juin prochain, Inch'Allah. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui Damien Régnard, sénateur français établi hors de France. Le sénateur Régnard a exprimé sa grande satisfaction de rencontrer le Premier ministre et de séjourner à Djibouti donc pour la commémoration de l'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. La rencontre à laquelle ont assisté l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et le conseiller du Premier ministre a permis de procéder à un échange de vues sur les différents axes de la coopération bilatérale et compte tenu des liens séculiers sur la nécessité de se projeter vers l'avenir en renforçant les rapports de solidarité, de partage et de communauté, de vision déjà existants entre la France et Djibouti, notamment les projets culturels, économiques et militaires. Les échanges ont également porté sur les voies et moyens susceptibles de promouvoir les échanges commerciaux ainsi que leurs perspectives d'investissement d'entreprises de l'Hexagone à Djibouti.
Le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, a accueilli ce matin dans la salle de réunion du département une délégation d'investisseurs américains en ce jour de travail à Djibouti. Seconde visite donc de ces investisseurs à Djibouti. Premier contact donc avec les autorités du pays entamé auprès du ministre du Budget. Ce groupe d'investisseurs américains dirige une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction et de l'agriculture également. Le ministre a longuement suivi les exposés de ces investisseurs et qui avaient à leur tête donc un Djiboutien qui co-dirige avec un Américain, M. Dirane Assé et Dean Devos. Peu après cet entretien élargi avec le ministre du Budget, cette délégation a été introduite auprès du ministre de l'Agriculture et Mohamed Ahmed Awale, qui a pu également suivre les compétences de ce groupe d'investisseurs américains dans le domaine de l'agriculture. Ces investisseurs se sont réjouis de l'accueil réservé par les autorités djiboutiennes et se sont dit prêts à investir dans un futur proche. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, a reçu aujourd'hui à son cabinet l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, accompagné du directeur des ressources humaines de l'ambassade, Satish Ner. Le diplomate américain a profité de cette rencontre pour confirmer sa satisfaction de l'excellence des relations de coopération et diplomatique entre Djibouti et les États-Unis. De son côté, le ministre du Travail a affirmé son engagement pour promouvoir la collaboration entre son département ministériel et l'ambassade des États-Unis. Il a insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour une politique de recrutement plus engagée afin de garantir la transparence dans le recrutement des personnels conformément aux lois djiboutiennes et américaines. Par la suite, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roublé, a reçu le diplomate turc à Djibouti, Levent Sahinkaya, à son cabinet. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact du nouveau ambassadeur turc avec les membres du gouvernement. Le diplomate turc a confirmé l'excellence de la coopération bilatérale entre la Turquie et la République de Djibouti. Il a également précisé que la Turquie entretient des relations de coopération fructueuses avec Djibouti qui s'expriment dans plusieurs domaines, notamment dans la contribution de la création d'emplois à travers des sociétés turques installées à Djibouti. De son côté, le ministre a assuré le diplomate turc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la collaboration avec l'ambassade turque à Djibouti. Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de travailler davantage pour améliorer les relations de coopération entre les deux pays frères et amis. C'était ce matin donc que s'est ouverte la cérémonie de lancement de la validation de la stratégie à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti. Cet atelier a été présidé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale représenté par Marie Natalis et l'Union européenne et a réuni les directeurs et des représentants des académies diplomatiques des pays membres de l'IGAD. La suite dans cette séquence. La finalisation d'une stratégie sur 5 ans qui consiste à formuler un plan stratégique sur 5 ans ainsi qu'un plan pour la viabilité financière à moyen et à long terme de l'Institut des services étrangers, qui inclut la mise en place de la structure organisationnelle. Il consiste à offrir des formations aux diplomates et aux fonctionnaires des États membres de l'IGAD qui s'occupent des questions liées à l'intégration économique et régionale et à la diplomatie de haut niveau. En d'autres termes, l'Institut vise à renforcer la capacité des négociations liées aux défis régionaux ainsi qu'aux questions continentales et mondiales dans le domaine des recherches potentielles, ainsi que la structure organisationnelle et le financement nécessaires pour offrir ces services. Ces assises placées au cœur de la réflexion sur le rôle des académies diplomatiques dans l'appui des politiques de promotion pour une intégration économique, régionale, progressive, harmonieuse, cohérente et inclusive. Face aux changements géopolitiques que connaissent les pays de la Corne de l'Afrique, il est urgent que les acteurs des diverses institutions politiques des pays de l'IGAD puissent être en symbiose dans leurs efforts en vue d'assurer une intégration régionale inclusive. Et dans son intervention, le directeur de l'Institut diplomatique Moussa Megag a dans son discours d'ouverture déclaré que cette conférence a pour objectif de bâtir un réseau de chercheurs capables d'alimenter ou d'orienter par leurs réflexions ou idées donc la décision de nos leaders sur toute question stratégique ou d'actualité régionale. Nous l'écoutons. La stratégie est destinée à doter notre institut les moyens académiques, techniques, administratifs et financiers afin qu'il soit apte à répondre à sa nouvelle mission. En effet, la globalisation du monde dans lequel nous vivons entraîne des changements rapides et profonds et requiert la disponibilité pour notre région de diplomates et des cadres susceptibles de relever à des défis multidimensionnels
communément appelé l'agent de changement. Pour ce faire, mesdames et messieurs, un travail d'étude a été confié au cabinet de consultance internationale Alert, qui, dans ses études, a rendu visite certains d'entre vous, alors qu'ils ont pu échanger certains d'autres parmi vous par d'autres moyens. À l'issue de ces études, International Alert a produit un document qui sera soumis à votre approbation durant cet atelier pour validation. Et enfin, donc, Madame Marie-Nathalie, secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères, a rappelé que face à des enjeux majeurs empreints d'opportunités, mais aussi d'importants défis, l'IGAD a choisi que ces institutions diplomatiques puissent jouer donc un rôle capital dans le processus de renforcement des capacités des diplomates et hauts cadres évoluant dans le domaine de l'intégration économique régionale. De la stratégie pour les 5 ans à venir de l'Institut coïncide à un moment très important pour notre région, qui est confrontée à des défis qui nécessitent de disposer de diplomates qualifiés pour y faire face. Comme vous le savez, la diffusion et le développement des connaissances et des savoir-faire constituent un élément indispensable au processus d'intégration économique régionale pour nos pays membres de l'IGAD. À ce titre, d'ailleurs, l'Institut a déjà organisé 2 conférences régionales qui ont vu la participation des académies diplomatiques des pays de l'IGAD, à l'issue desquelles des conclusions importantes ont été adoptées, à l'instar de la création d'une association ayant pour but de mobiliser les ressources nécessaires dotée d'une plateforme interactive d'échange. Mesdames et messieurs, notre objectif pour la création de cet institut demeure toujours de produire pour notre région des diplomates et des cadres aptes à remplir leur mission avec efficacité, efficience, à travers les outils de formation que vous jugeriez adéquates pour les besoins de nos cadres, aussi bien au secrétariat de l'IGAD que pour les États membres. Également dans l'actualité, à l'instar du monde musulman et de la capitale, les régions du centre et du sud du pays, notamment Ali Sabieh, Dikil et Arta, ont célébré la fête du Mouloud al-Nabi dans une ambiance de ferveur religieuse. La fête bénie donc du Mouloud al-Nabi qui commémore la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed ibn Abdallah, paix et salut de Dieu soit sur lui. Cette fête est ainsi célébrée chaque année le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal du calendrier musulman, et comme à l'accoutumée, des cérémonies religieuses ont été organisées dans les différents quartiers de ces régions pour marquer l'événement. Santé à présent, le Djibouti Palace Kempinski abrite un atelier sur l'évaluation conjointe du programme de vaccination entre le ministère de la Santé et ses principaux partenaires techniques que sont Gavi, l'OMS ou encore l'UNICEF. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du conseiller technique du ministre de la Santé. La suite dans ce commentaire. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du conseil technique du ministre de la Santé, M. Abdallah Ahmed Had, de représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zoutein, de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et de représentants de Gavi. En effet, les travaux d'évaluation conjointe s'est déroulés du 3 au 7 octobre 2019 afin d'analyser la performance du programme de vaccination tout en identifiant les actions clés qui sont susceptibles d'atteindre une meilleure couverture vaccinale dans les pays. Comme chaque année, les participants s'y sont penchés sur les voies et moyens de renforcer les domaines essentiels tels que l'amélioration du système de données, la préservation optimale de la chaîne de froid, le renforcement de la surveillance épidémiologique ainsi que la facilitation d'accès aux services.
Les experts ont établi un grand nombre de recommandations à travers l'élaboration du plan d'action annuel en déterminant les cibles et les résultats attendus des actions en faveur de l'élargissement de la couverture vaccinale à Djibouti. Cette nouvelle stratégie s'inscrit dans le cadre de renforcement des systèmes préventifs qui sont au cœur de la politique sanitaire menée par les ministres de la Santé. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a décoré dans son bureau à l'état-major l'attaché militaire du Soudan, le général de division Abdelrazir Mustafa Ali Badawi, de la médaille de l'officier de l'ordre national du 27 juin. Durant cette cérémonie de décoration, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté par le lieutenant-colonel Yonis Elmi, chef de cabinet du SEMGA, et du lieutenant-colonel Nidal Galib, chef du premier bureau du commandant Hassan Youssouf, chargé du département arabe des forces armées djiboutienne. Le général de division soudanais Abdelrazir Mustafa, l'attaché militaire du Soudan, s'est dit honoré et reconnaissant de la distinction dont il a fait l'objet aujourd'hui, venant particulièrement d'un chef d'état-major général. En effet, depuis sa nomination en 2016 au poste d'attaché militaire, le général de division soudanais s'est attelé à renforcer et consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays dans le domaine militaire. Ces champs d'action étaient multiples et spécifiques, couvrant la santé pour le recrutement des médecins spécialistes, l'arrivée des techniciens spécialistes au profit de l'armée de l'air et le recrutement des experts en mécanique pour la direction centrale des matériels. Arrivé au terme de sa mission à Djibouti, au vu de son parcours sans faille pour le rehaussement des relations militaires entre les deux pays au plus haut niveau, le chef d'État général donc des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, lui a décerné cette reconnaissance. Finalement, au terme de cette visite de cérémonie, le général Zakaria et le général soudanais ont ensemble procédé à la traditionnelle photo de famille. Les collectivités djiboutiennes avancent considérablement dans les grandes instances mondiales. C'est ainsi qu'une forte délégation djiboutienne composée de la maire de la ville de Djibouti et présidente de l'ANCLD, Fatouma Awal Ousmane, accompagnée de ses proches collaborateurs, participe à la réunion du Conseil panafricain CGLUA Afrique de l'Est et de la réunion du comité exécutif du SEGLU Afrique en sa 22e session ordinaire à Durban le 9 novembre pour représenter l'Afrique de l'Est dans cette instance continentale. Cette 22e session du comité exécutif va précéder donc à l'adoption du budget 2020 du CGLU Afrique et va également plancher sur la participation africaine au congrès mondial du CGLU. Également dans l'actualité, dans la matinée d'aujourd'hui, une forte délégation conduite par le secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, Mohamed Issé Faraj, et de la directrice des études et prospection au ministère des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ahmed, se sont déplacés pour prendre part à la réunion du comité régional du PNSF à Tadjoura. Il est à noter que le comité régional du PNSF est chargé de la coordination des activités transversales du suivi du programme. Les discussions ont par ailleurs concerné les prochaines étapes quant à l'extension du PNSF dans les localités de cette région, la préparation du déroulement des missions de ciblage des bénéficiaires qui se dérouleront dans la région du Tadjoura du 11 au 26 novembre prochain. On est venu aujourd'hui avec une grande bonne nouvelle, c'est l'extension du programme PNSF. Donc la première phase, elle a ciblé une sous-préfecture. Aujourd'hui, on vient vous informer que le programme va étendre sur toute la région de Tadjoura, Inch'Allah. Et on espère que cette extension et les programmes auraient un impact sur les conditions de vie des pauvres, des familles bénéficiaires, et que dans le long terme, on aurait l'autonomisation. On va aider les familles également à s'autonomiser. Écoutons également l'intervention du secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, Mohamed Issé. Couvrir cette fois-ci l'ensemble des sous-préfectures dans toutes les régions et une équipe constituée de représentants du ministère des Affaires sociales et de solidarité et du secrétariat d'État chargé de la centralisation va procéder à la formation de comités locaux, à l'identification de bénéficiaires de ce projet. Et cette mission va séjourner dans la région durant 2 semaines. Le tout, donc, est de lutter contre la pauvreté.
la lutte contre la pauvreté est un objectif aussi bien de la décentralisation que du ministère chargé du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Parce que la pauvreté est l'ennemi numéro 1 de la population. C'est aussi l'objectif numéro 1 de l'ODD, l'objectif de développement durable, et c'est une priorité de la politique du gouvernement. Sport, enfin, pour clore l'actualité nationale, Alexandre Aden Hussein est sur le toit de l'Afrique. On ne le dira jamais assez, l'histoire du judo national a trouvé son porte-étendard. Désormais, Alexandre Aden Hussein, qui vient de s'affirmer comme le nouveau maître absolu de sa catégorie dans le tournoi africain de Yaoundé, vient de s'adjuger le sacre suprême, la médaille d'or, en battant à domicile le Camerounais Ndong Ebenezer, et fait donc un grand pas dans la participation aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en 2020. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a adressé donc ses vives félicitations au prodige djiboutien et lui a réitéré son soutien indéfectible pour hisser encore plus haut les couleurs nationales. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres. Les États-Unis réclament la tenue d'élections en Irak. Fardous Hussein nous en dit plus. Ont appelé les autorités irakiennes à organiser des élections anticipées et à mener une réforme électorale. Ils ont demandé que cessent les violences contre des manifestants qui ont fait des centaines de morts. La contestation lancée le 1er octobre pour réclamer la chute d'un pouvoir jugé corrompu et incompétent a tant semblé faire trembler les autorités. Après plus d'un mois et 319 morts selon un bilan officiel annoncé dimanche matin, les rangs sont plus resserrés que jamais. La majorité des forces politiques se sont même entendues pour en finir avec des manifestations qui conspuent les dirigeants et le puissant voisin iranien, considéré comme l'architecte du système politique irakien rongé par le clientélisme. Après cet accord pour un retour à la vie normale, les forces de sécurité ont intensifié la répression dans un pays coupé du monde depuis une semaine, sans Internet ni réseaux sociaux. Et enfin, en Bolivie, le président bolivien Evo Morales a annoncé qu'il démissionnait. « Je renonce à mon poste de président », a-t-il déclaré à la télévision. Le leader indigène de 60 ans, au pouvoir depuis 2006. Le coup d'État a eu lieu, a ajouté à ses côtés le vice-président Alvaro Garcia Linera, qui a aussi démissionné. De son côté, Cuba a condamné énergiquement le coup d'État en Bolivie. La suite dans cette séquence. Le président bolivien Evo Morales a annoncé sa démission après 3 semaines de fortes protestations contre sa réélection en 4e mandat. La crise politique qui s'était accélérée brutalement dimanche dans le pays andin, où grève générale et manifestations paralysent l'activité depuis une dizaine de jours, dans un climat de violence et d'affrontement entre les deux camps. En 3 semaines, la vague de contestation a fait 3 morts et 383 blessés. Une annonce qui fait suite à des démissions en cascade ce dimanche. En effet, plusieurs ministres et députés, dont le président de l'Assemblée, ont démissionné. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation en Bolivie, où plusieurs semaines de troubles ont débouché sur la démission du président Evo Morales. Fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.